Alors avant de démarrer cette journée, qui je l'espère sera aussi réussie que hier, manifestement vos retours étaient bons. Donc malgré quelques incidents techniques, quelques remises en question de dernière minute, nous avons réussi à tenir cette première journée avec des contenus de qualité, des esprits, des sachants et des personnes qui nous ont invités à stimuler notre réflexion, mais aussi rallumer les cœurs et les esprits, pourquoi pas les étoiles, même si le climat est assez lourd. Je fais bien sûr référence aux annonces d'un certain président hier soir. Et aujourd'hui, je tenais, avant de démarrer, à saluer une personne qui est parmi nous aujourd'hui. Son prénom c'est... quelqu'un qui est dans le gilet jaune historique. Et aujourd'hui, c'était aussi l'une des thématiques, c'était d'arriver à réunir sous un même toit différentes chapelles de résistance et de lutte. Et nous avons Wilfried, qui vient de Grenoble, et qui voudra prendre la parole au moins 5 minutes pour expliquer la nature de son combat et ce qu'il a fait depuis peut-être ces 3 dernières années, ce qu'il fait maintenant. Wilfried, tu as 5 minutes, la scène est à toi. Bien, bonjour à tous. Donc vous me pardonnerez, mais je n'ai pas prévu un discours bien formaté, très politiquement correct. Mon discours va même être un peu politiquement incorrect, voire franchement politiquement incorrect, puisque je vais tourner comme ça, vous allez voir ce qui est dans mon dos, qui est quand même le principal. Donc je vais vous parler un petit peu de dos, mais simplement pour que vous puissiez regarder. Donc moi en fait j'ai démarré l'action suite à ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu les fameux attentats dits terroristes. Donc, pour être franchement incorrect, ces attentats ont été organisés par le gouvernement français. Alors, je me positionne. Pour vous expliquer, donc vous avez vu dans mon dos, il y a le logo de la Cour pénale internationale. Vous avez l'application number, c'est-à-dire que c'est un numéro d'instruction contre la France, donc sur vos enfants et petits-enfants qui vont avoir à raquer toute leur vie pour ces actions terroristes organisées par le gouvernement français. Donc, pour vous expliquer un petit peu quand même quelle est la compétence qui me donne le droit de parler ainsi, j'ai travaillé de 1990 à 1992 à l'état-major de la division alpine, donc d'abord à l'hôtel de division en tant que stagiaire, puis à l'état-major en tant qu'aspirant. Et j'ai travaillé sur la sécurisation des espaces recevant du public dans le cadre des Jeux Olympiques d'Albertville, pas de Savoie, qui avait lieu en particulier à Albertville. Donc la première chose qu'on apprend dans ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la tactique du glacis. C'est quelque chose que vous utilisez vous-même tous les jours. Quand vous avez quelque chose à protéger, vous faites autour un périmètre où rien ne doit rentrer, rien ne doit passer. Donc ce qui s'est passé à Nice, c'est que le préfet, donc, qui représente le ministre de l'Intérieur, a ordonné immédiatement, dès le début du feu d'artifice, à ce que la police nationale soit évacuée de l'autre côté, côté château, et pas du tout côté le plus dangereux, c'est-à-dire là où le camion est évidemment passé. Puisque je ne sais pas s'il y a des Niçois dans l'Assemblée ou s'il y a des gens qui ont déjà vécu le feu d'artifice de Nice. Moi, mon grand-père a vécu longtemps à Nice, donc je l'ai vécu, et je sais que tous les gamins vont au bord pour sentir vibrer la barrière. Vous avez 5 minutes. Ouais, j'ai 5 minutes, ouais. Il me reste je ne sais pas combien de temps. Enfin bref, donc voilà. Mais pour être très bref, donc, il y a une plainte en cours d'instruction à la Cour pénale internationale, donc je vous invite tous, tous les mouvements doivent pouvoir se greffer à cette plainte, puisque là, on a clairement un acte terroriste, et le pass sanitaire et le Corona Circus est aussi une action terroriste visant à terroriser les populations. Donc il faut se greffer sur cette plainte qui est déjà en cours d'instruction, mais qui vise carrément les messieurs-dames à écharpe bleu, blanc, rouge. Voilà. Et quoi d'autre? Sinon, les actions, donc le 22 février 2022, on a prévu d'être en rassemblement place de la Concorde à Paris. Donc l'objectif, c'est d'être 10 millions. Puisqu'à ce moment-là, nous pouvons faire une révolution à la Suisse, alors j'ai des doubles origines, une révolution à la Suisse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on demande à l'ONU de nous dire cette partie du territoire vous est attribuée, l'autre, ceux qui veulent rester sous gouvernance avec leur maître en haut et eux en bas, ils restent là-dedans, sinon vous avez passé en démocratie, ce qu'on appelait démocratie à l'électrique direct, c'est-à-dire que les gens sont tirés au sort. C'est pas une conférence, hein, oui. Non, mais voilà. Et donc voilà, et donc ce sur quoi on travaille aujourd'hui, alors je vais juste faire un dernier petit point, on utilise la loi du 30 juin 1881 pour faire des réunions publiques. Ces réunions publiques qui sont un peu comme celle-ci,
n'ont pas besoin d'être déclarés. On peut les faire n'importe où sur le territoire national. Donc nous, on a une étape de prédilection qui sont les gares. Et on y va avec les affiches. Là, j'ai apporté des affiches pour les montrer. On y va avec des affiches, on interpelle les gens. Pas particulièrement, ils viennent voir les affiches. À ce moment-là, soit ils discutent, ils photographient, soit ils viennent nous poser des questions, mais c'est tout. Voilà. Est-ce que je devais encore dire quelque chose? On est dans le format, je pense qu'on va devoir arrêter. Bon, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Je suis à votre disposition après. Merci à vous. Et comme on l'a fait dans tous les CFP de France depuis 20 semaines, 21 semaines, nous avions systématiquement monté des logistiques sur place lors des manifestations et on faisait monter sur scène tout le monde. Les deux seules conditions, et qu'a rempli Wilfried ce matin, c'était d'avoir un propos intelligent et digne. C'est-à-dire qu'on n'insultait personne, mais on va avoir tous les propos, aussi caustiques soient-ils, mais tant que ça reste intelligent et digne, on est entre citoyens, on se respecte les uns les autres, tout le monde peut monter sur scène et prendre la parole. Voilà. C'est ce qu'on a fait en marge de toutes nos manifestations et que nous continuerons à faire si le peuple français décide toujours de continuer à manifester de façon pédestre. En tout cas, un élément très intéressant que dit Wilfried ce matin, la notion de glacis. Eh bien, c'est intéressant parce que je l'avais utilisé il y a 3 mois. Et en écho à ce que disait Philippe de Villiers, quand il disait en fait que le Covid était un outil, justement, c'était de glaciation. C'était un outil qui permettait de poser un glacis social sur toutes les chaleurs qui remontaient du corps social pour bloquer tout le monde. Quand un organisme ou des molécules, on a un physicien, Maurice, que je salue ici, quand vous avez en fait une stimulation moléculaire, ça s'agite fort, très vite, ça va de partout. Si vous voulez ralentir souvent, il faut refroidir. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de refroidir par tous les moyens, une glaciation, un glacis, pour essayer de tenir le système qui est en train de craquer de toutes parts. Voilà, mais ça, vous le savez déjà. Donc en tout cas, encore applaudissements pour Wilfried, et tous les gilets jaunes sont les bienvenus. Alors là, pour le retard, nous allons basculer sur la table ronde de ce matin, qui est une table ronde très intéressante, avec 3 personnes qui vont être en visio parmi nous ce matin. Alors, nous n'aurons pas Fabrice Marchand, mais quelqu'un qui va représenter Fabrice Marchand pour le collectif des maires résistants, le CDMR, qui a été donc lancé il y a plusieurs semaines et qui vise justement à insérer une petite épine dans le pied du pouvoir qui verrouille les élections, notamment présidentielles, par une forme, on va dire, de peur, de terreur, qu'ils instillent dans l'esprit de nos représentants. Nous en parlerons. Nous avons également Christian Vanest, qui est en visio et qui attend, et qui a également été un député honoraire, un ancien député sous Nicolas Sarkozy, et qui a notamment été l'initiateur du référendum d'initiative partagée, qui est le lointain ancêtre du RIC. Donc c'est très intéressant tout ça. On a de la matière à réfléchir, et les députés ont essayé d'agir auparavant. Nous lui donnerons la parole. Enfin, nous aurons Pierre-Yves Rougeron, que vous avez vu hier, qu'on ne présente plus, et qui nous livre vraiment des analyses très pointues, très saillantes, très fines. Donc on le remercie encore de sa présence. Et je ne vais pas vous présenter l'inénarrable Mike Borowski, qui va venir animer ce matin. Merci Mike. C'est le micro d'or. Salut tout le monde, comment ça va? Je sais pas, je sens pas la forme là. Bon, ça va, allez. Vous avez bien dormi, vous êtes bien reposé. On était à Épernay. Épernay, je vous conseille, c'est très sympa. Hein. On va commencer quand même. Alors voilà, Christian Vanest, vous pouvez l'applaudir, ancien député. Pierre-Yves Rougeron, qui était là hier soir, hier après-midi. Et le premier gilet jaune, monsieur Batelier. Je représente le maire gilet jaune. Bon, on va parler de représentativité locale, parce que déjà j'ai posé la question à Christian Vanest. Déjà, cher Christian, vous savez, les fact-checkers écrivent que j'ai été votre attaché parlementaire. J'ai jamais été votre attaché parlementaire, vous confirmez? Ah, tout à fait, oui. C'est pas avec vous que je travaillais, j'ai pas été... Beaucoup de gens ont travaillé avec moi, il y en a même un qui est ministre maintenant, mais... Monsieur Darmanin? Oui, mais... Un gentil garçon, lui, non? Et, très fiable en plus, je crois, non? Ah, c'est un homme qui s'apparente à une autre espèce qui est celle des caméléons.
Dites-moi, cher Christian Vanès, vous avez été pendant plus de 20 ans député, vous avez pu voir nombre de profils. Aujourd'hui, quel est le profil type de l'homme et de la femme politique? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation tout à fait anormale, si vous voulez, dans la mesure où, notamment, il faut distinguer de façon très nette les élus locaux qui sont de véritables élus, qui sont connus des gens qui les élisent, quelquefois qui les réélisent, même si les dernières élections se sont faites dans des conditions tout à fait inacceptables, avec un taux d'abstention phénoménal. Alors, quand je parle des élus locaux, je parle essentiellement des élus communaux. C'est déjà moins vrai ce que je dis pour les élus départementaux et pour les élus régionaux surtout, qui tombent dans le même travers que les députés actuels, c'est-à-dire une masse de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit jamais, à qui on ne demande rien, et qui simplement ont été élus parce qu'ils ont mis un bandeau Macron sur leur front, ce qui leur a permis de se faire élire, sans même être d'accord sur rien. Ça a permis de sauver un certain nombre de membres du Parti Socialiste, du Rafio en détresse avec Hollande. Ça a permis à un certain nombre de personnes de la société civile d'arriver dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas du tout pour dire des énormités. Bref, c'est pour l'instant le Parlement, pour moi, et je parle de l'Assemblée nationale que j'ai bien connue, pour moi l'Assemblée nationale n'est pas du tout représentative, c'est même un véritable scandale. C'est une assemblée croupion qui vote de façon mécanique les lois qui sont dictées par l'Élysée. D'ailleurs, on est dans un système, je tiens à le dire, on va parler maintenant de la représentativité, d'accord, mais nous sommes aujourd'hui en dehors de la Ve République. Nous ne vivons pas en démocratie en France. Nous avons une technocratie qui s'est installée à l'Élysée, qui dirige tout, avec une soumission totale du Parlement, moins du Sénat. Mais le Sénat, vous savez bien, en deuxième lecture, il est toujours... Surtout que vous, à votre époque, vous pouviez amender sans que le gouvernement ne rejette vos amendements, vous avez quand même une certaine liberté, ce qu'aujourd'hui les macronistes n'ont pas. Oui, alors il m'est arrivé, je raconte l'anecdote, il m'est arrivé une expérience assez curieuse. Figurez-vous que moi je suis très attaché à l'image de mon pays. Ce n'est pas par hasard que j'aime bien Zemmour, parce qu'il dit à peu près la même chose que moi. J'aime beaucoup la France, et j'avais donc fait un amendement précisément, sur un texte qui était un texte qui tendait à valoriser les anciens Français d'Algérie, et notamment aussi bien les Pieds Noirs que les Harkis. Bref, c'était un texte de réparation envers les gens qui avaient perdu leur terre en raison de la décolonisation. Donc, j'avais parlé, moi, du rôle positif de la France outre-mer. Et j'avais aussi insisté d'ailleurs sur le rôle également positif des troupes issues d'outre-mer dans la libération de notre pays. C'était assez équilibré. Ce texte a été voté une première fois à l'Assemblée, une deuxième fois au Sénat, une troisième fois à l'Assemblée. Les socialistes ont tenu, comme ils détestent la France, ont tenu évidemment à casser cet amendement, donc ils ont fait une motion. Cette motion a été repoussée d'une façon écrasante. Oui, mais malheureusement, Jacques Chirac, qui avait viré sa pupille à l'époque, parce que j'étais également député, donc sous Jacques Chirac et même sous Mitterrand pendant 2 ans, eh bien, Jacques Chirac a demandé au Conseil constitutionnel de supprimer mon amendement qui est allé à la poubelle. Vous voyez, donc la situation était quand même assez souple, dans la mesure où j'ai quand même fait passer un amendement qui manifestement n'avait pas le soutien de l'exécutif, mais un soutien massif des parlementaires, y compris de certains parlementaires de gauche, d'ailleurs. Et donc il a décidé. C'est une tendance de notre système qui devient vraiment préoccupante aujourd'hui. Vous avez un monarque absolu qui siège à l'Élysée. On l'a vu hier, parce qu'on a eu le droit hier soir à un film de propagande par la chaîne de télévision la plus importante, avec un héros magnifié, pas discuté, avec Delarbin qui est en train de lui tendre les perches pour qu'il puisse répondre avec un maximum de pathos. Ça m'étonnerait que ça n'ait pas été répété, parce que on sait que Macron est un beau comédien, mais là, il a quand même été particulièrement efficace. Ça a été enregistré dimanche dernier, d'ailleurs.
Oui, c'est pas du direct. C'est bien pour ça que je suggère qu'à mon avis, tout ça a été longuement préparé. Parce que bon, vous savez, il y a des intonations après des questions, il y a même des silences dans l'énoncé des réponses, etc. Bon, tout ça, c'est de la comédie, c'est du théâtre. C'est ce qu'on appelle la théatocratie. Hein, la théatrocratie. Dis-moi, Pierre-Yves. Oui. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même un abaissement du niveau moyen du député, du sénateur aujourd'hui en 2021? Ou du député, sénateur macroniste plutôt? Non. Ou même global, même global. Non. Que les macronistes soient plus mauvais que les autres, je veux bien l'entendre. Mais de dire que nos parlementaires d'avant étaient très bien, moi je suis désolé. À un moment, les parlementaires d'avant sont ceux qui ont voté la saloperie du traité de Lisbonne et qui devraient être, d'ailleurs, sans attaque aucune personnelle, vous l'avez voté, monsieur Vanès, le traité de Lisbonne. Vous l'aviez voté, d'accord? Monsieur Poisson, que j'aime beaucoup, lui s'est abstenu. Il n'y a eu que monsieur Millard pour dire. Il n'y a eu que monsieur Millard pour voter contre, pour avoir le courage de voter contre, et j'ai jamais été lié à Jacques Millard. Mais, donc, moi je veux bien qu'on me dise que les macronistes sont plus stupides que les autres, je veux bien. En partie c'est vrai, puisque c'est simple, En Marche a un organigramme... Non mais, c'est en partie vrai pour la raison particulière, c'est que En Marche, et d'ailleurs malheureusement beaucoup de gens essayent de créer des En Marche un peu partout sur l'échiquier politique aujourd'hui, En Marche est lié à quoi? En Marche a un sociogramme très particulier. C'est au nom de l'Union européenne, parce que la seule chose, et Macron l'a encore dit, qui les unit, c'est l'Europe comme effacement de la France. Au moins l'avantage, c'est que ça, c'est acté, c'est assumé. Mais c'était déjà dans l'esprit de Sarkozy, de Hollande, de Chirac un peu, de Mitterrand beaucoup, et surtout de Giscard. Donc, si vous voulez, l'anti-France règne depuis 1974 au moins. Donc, à un moment, il faut revoir les choses dans leur durée. Oui, mais d'accord, je suis d'accord avec toi sur l'Europe. Mais par exemple, il y aurait eu la crise sanitaire, imaginons, sous Jacques Chirac. Ce serait quand même géré autrement. Oui, mais là, pour le coup, déjà, ce n'est pas le Parlement qui gère la politique sanitaire. Déjà. Oui, mais le gouvernement, je veux dire, le Véran de l'époque, était quand même d'un calibre supérieur au... Alors déjà, attention. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que les derniers rapports de l'exécutif sur les maladies infectieuses, c'est simple, c'est le rapport Perron, qu'on appelle à tort rapport Douste de Blazy, parce que Douste de Blazy a voulu se faire mousser, c'est pas grave, donc, mais c'est toujours le rapport que Macron a. Donc si tu veux, la faisabilité, elle a toujours été là. Mais est-ce qu'il l'aurait fait? C'est pas dit. C'est pas dit. Il y a eu une baisse du niveau, d'accord, mais l'habitude de la trahison vient de bien avant. Or, à un moment, quand vous avez 40 ans de traître, à la fin, vous vous retrouvez avec les bons à rien. C'est logique, c'est normal. La décadence des régimes chez Kadoun, c'est à la 3e génération, là on est à la 3e génération de prêtres, et bien la 3e génération, il n'y a plus que les, entre guillemets, il n'y a plus que la fin de frigo. C'est logique. Donc, la fin de frigo. Si je vais le terminer. Mon héros est tout à fait discutable. Hein. Vous ne saisissez pas la césure totale entre des gens qui étaient élus depuis un certain temps, avec notamment un enracinement local, avec de véritables électeurs, et puis ce qui s'est passé avec Macron, c'est-à-dire une cuvée de gens qui sont sortis de nulle part, uniquement parce qu'ils sortaient l'étiquette Macron. Ce n'était pas du tout notre cas. Hein. Pas du tout notre cas. Et je vous assure que les discussions par rapport au gouvernement, par rapport à l'exécutif, dans les majorités auxquelles j'ai appartenu, étaient extrêmement vives. Hein. Oui, extrêmement vives, néanmoins, pardonnez-moi d'en discuter les résultats. Puis je n'ai pas voté des textes. Je vais vous donner un exemple très simple. Je n'ai pas voté la loi, notamment dite Dati,
mais c'était Ayou-Marie qui en fait l'a présenté à l'Assemblée. Je n'ai pas voté la loi sur la justice, parce que tout simplement j'étais en d'accord avec l'idée que les gens condamnés à 2 ans et moins n'aillent pas en prison. Voilà. Oui, ben, très bien. Mais vous étiez d'accord avec le fait qu'on efface la parole du peuple français, parce que là, vous étiez en accord. Donc, Mike, si je peux continuer, Mike. Vas-y, Pierre, vas-y, continue. Donc, si tu veux... Je vous redonnerai la parole, monsieur Vallès. Le vrai problème qui se pose à nous, c'est qu'à un moment, tu as un fait de logique dans la médiocratie. C'est que la décomposition est lente, mais elle est certaine. En Marche, c'était quoi? C'était majoritairement la nuit des seconds couteaux du Parti Socialiste, puisque pour beaucoup c'était des, le cas typique c'est Castaner, c'est-à-dire des gens qui grenouillaient autour de sections locales du PS, dans le cas de Castaner, section locale de Marseille. Une partie de l'énarchie de droite, particulièrement juppéenne, sarkozyste et villepiniste, qui entouraient des gens comme Édouard Philippe, et ça c'est pour la technostructure, et une part de gagnants au loto. Ce que M. Vannest a souligné, c'est-à-dire des gens appartenant à la société civile qui n'avaient aucune expérience politique, mais qui voulaient se recaser en politique. C'est d'ailleurs la part, vu qu'En Marche doit renouveler 1/3 à peu près de ses élus au moment où nous parlons, Assemblée nationale, moi j'entends. C'est la part qui devrait être majoritairement éliminée parce que c'est la part qui a été la plus difficile à gérer. Pas uniquement par leur incompétence, l'incompétence En Marche a été quand même assez, assez constante, mais parce que dans les gagnants au loto, vous avez des gens qui étaient totalement incontrôlables. Je pense à je pense au cas Martin Banzer, je pense à tous ceux qui ont été purgés d'En Marche pour cause idéologique. Donc, pour arriver à ce que Macron ait une sorte de renouvellement de la Macronie qui va avec d'ailleurs sa prise sur le centre droit. Donc, en 17 ans, de terrain politique, oui, on voit le niveau baisser, mais on ne peut pas dire qu'on en soit surpris. Et d'ailleurs, désolé de rappeler l'essentiel, parce que c'est pas nécessairement ce qu'on aime entendre, mais c'est tout à fait logique que la carrière politique soit aujourd'hui prise par des gens médiocres. Pourquoi? Pour 2 faits essentiels. Un à l'échelle locale, un à l'échelle nationale, c'est pas tout à fait le même ticket. Un à l'échelle locale, c'est assez simple, c'est que la gentrification des villes, qui sont les centres de pouvoir aujourd'hui, a fait que l'élimination des petits peuples, ce qu'on appelle petits peuples de Paris, moi je vis à Strasbourg, la boboisation de Strasbourg a été, en 4 ans que je suis là, a été visible quasiment à l'œil nu, avec le débarquement des bobos parisiens qui ont fait élire Marseillais, qui elle est, vert tendance Rousseau, vous voyez. Donc, il est tout à fait normal que des villes qui sont quasiment devenues politiquement monocolores d'un point de vue social, c'est-à-dire où il n'y a quasiment qu'une seule classe votante et qui s'occupe des affaires publiques, il était tout à fait normal que cette classe dégénérant économiquement, sa prise de pouvoir se passe par une baisse de niveau des élus locaux. Ça se voit dans les effectifs municipaux qui ont été élus récemment. Point 1. À l'échelle nationale, c'est bien pire. À l'échelle nationale, je vous dirais, pour avoir été en cabinet politique, c'est assez simple. Comme il n'y a plus d'enjeu, parce qu'il faut être très clair, il n'y a plus d'enjeu. Comment vous voulez que des gens, si vous voulez, se maintiennent? Comment vous voulez, dans un pays qui est totalement acté de l'extérieur, comment vous voulez que des gens qui veulent faire quelque chose se mettent en politique? Je terminerai sur
une initiative et qui est passée totalement inaperçue de tous les types d'élus, opposition, etc., pouvoir et l'initiative Super France. Pourquoi l'initiative Super France a marché? L'initiative Super France, qui est une initiative, disons, d'entrepreneurs menée par Gunther Paoli et par Idriss Aberkan. Pourquoi ça a marché? Ben, je vous dirais parce qu'il n'y a pas d'élite dedans. Et que, résultat, pour avoir fait campagne encore récemment, dernière régionale, si je devais dire où est-ce qu'il reste des élus qui se battent encore, je dirais dans le périurbain profond. Ça beaucoup, particulièrement les maires de communes désœuvrées et rurales. Moi, c'est là d'où je viens et c'est auprès d'eux, mais pas les mêmes, parce que moi, je suis un homme de l'Ouest. J'ai fait campagne dans l'Est de la France, qui viennent du périurbain et de la campagne profonde, qui eux sont les oubliés et les morts de la République, enfin les zombies de la République, et qui objectivement, vu comment le rapport de classe commence, vont connaître malheureusement une longue nuit, qui sera la longue nuit de la médiocratie élective. Merci, cher Pierre-Yves. Alors, juste, je donne la réponse, hein, parce que tu as un peu clashé avec Christophe Manès, donc il faut que tu te répondes. Et je donne après la parole à M. Batelier qui n'a pas pu parler. Donc, une minute, votre réponse, monsieur le député. Oui, non, mais moi, je n'ai pas de réponse particulière à donner, si ce n'est que mon expérience est assez différente de ce que je viens d'entendre, si vous voulez. Les débats au sein du groupe ont toujours été assez vifs, et il y avait effectivement des combats d'idées importants. Alors, cela dit, vous savez, moi, j'ai une très longue expérience, puisque j'ai été élu local et élu national, exactement le moment où, personnellement, je n'ai jamais quitté ma commune de Tourcoing. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, ce que je faisais à l'Assemblée était en grande partie dicté par mes relations avec les élus locaux, avec les personnes également que je rencontrais à toute occasion, aussi bien dans les puces, dans les fêtes foraines, etc. Je ne manquais aucune. Et lorsque je m'exprimais à l'Assemblée, c'était toujours avec en moi un message à porter au profit de ces gens. Vous savez, le député élu dans le cadre actuel a un avantage certain, n'est pas du tout respecté par les macroniens, précisément en raison de la manière dont ils ont été élus, c'est qu'il a en fait les pieds dans une circonscription avec de vrais gens, et puis effectivement la tête à l'Assemblée. Ça lui permet de faire la jonction, quelquefois d'intervenir avec ses idées sur un plan national, mais aussi quelquefois tout simplement de porter de façon très légitime les intérêts de sa circonscription. Alors, merci beaucoup, monsieur le député. Alors, monsieur Batelier, est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Rougeron quand il explique justement qu'il y a une différence entre... Un point qui est essentiel, c'est qu'il est important de sauvegarder en France et même de généraliser l'élection uninominale par cette... Mais toute représentation... Monsieur Manès, nous allons en parler. Je vais vous inquiétez pas d'en parler. Juste, je pose la question à monsieur Batelier. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Rougeron lorsqu'il explique voilà, qu'il y a une différence réelle entre l'élu voilà, du périurbain, du petit village, et justement cet élu de grandes villes, de grands centres-villes, comme peut-être par exemple Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Disons que c'est un élu, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre-Yves Rougeron, dans le sens où c'est les seuls élus qui restent à tenir la République, je pense. Parce que les autres ne sont plus indépendants depuis longtemps. Alors, il peut y avoir un peu de corruption, ça c'est clair, même plus on monte dans les strates, plus c'est corrompu. Mais il y a aussi le fait qu'on est tenu, parce que plus on a d'enjeux en main, et moins on a de marge de manœuvre. Alors c'est vrai, moi je suis un maire d'une petite commune de moins de 500 habitants en Bretagne, en face du Mont-Saint-Michel. Et j'avoue que je fais ce que je veux sur mon périmètre de commune. Justement, comment vous vivez ça au quotidien? Parce que j'imagine que vous n'avez pas énormément de moyens, vous devez connaître d'ailleurs tout le monde, je pense, tous vos administrés. Comment le vit-on voilà, au quotidien? Est-ce que voilà, vous êtes le dernier, voilà, vous avez dit, voilà, vous êtes le dernier rempart qui porte la République? Comment ça se passe? Alors effectivement, moi j'ai démarré, c'était mon premier mandat l'année dernière.
Et donc j'ai commencé à rencontrer tous les habitants, donc 500 c'est pas facile, en 2 ans c'est pas évident. Mais, et puis la crise du Covid a fait en sorte qu'on ne pouvait pas faire d'événements, donc pour les rencontrer en groupe c'est encore plus compliqué. Mais c'est effectivement ce que j'ai essayé de faire depuis 2 ans. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le maire est quand même le premier serviteur de sa commune. Alors évidemment, il a quand même une place prépondérante. Il gère la commune comme un bon père de famille. Mais pour répondre à votre question, en fait, à l'extérieur de la commune, je n'ai absolument pas le droit au chapitre. C'est-à-dire qu'en fait, les pouvoirs sont totalement verticaux. Hein, on reçoit les ordres à travers le préfet du gouvernement. Et localement, on applique dans les intercommunalités. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mains libres? Alors, on n'a aucune main libre. Et c'est ça que je trouve, c'est un peu qu'on a réalisé avec les maires qui ont mis en place ce collectif, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on rentre en résistance. Parlez-nous un peu de votre collectif, justement. Alors, c'est un collectif qui est très récent, qui est parti du principe qui a été discuté, c'est-à-dire qu'en fait, si vous faites la liste de tous les élus de France, que ce soit les députés, sénateurs, conseillers régionaux, départementaux, et vous demandez au peuple quel est l'élu en qui vous avez le plus confiance, force est de constater que c'est le maire qui garde la suprématie. Pourquoi? Parce que je pense que les maires honnêtes et intègres s'occupent de leurs administrés et ont gardé en tête cette notion de service dont je parlais tout à l'heure. D'abord, la première chose, c'est de servir et non pas se servir. Et je pense que c'est ça qui, à la base, j'aimerais aussi sur... moi, j'ai rien dit dans mon petit coin, comme d'habitude, mais c'est pas pour ça que je regarde pas. Et c'est marrant parce que les discussions entre Pierre-Yves Rougeron et Christian Bernès, ça m'a fait penser à un truc auquel je pense énormément en ce moment, c'est qu'on est dans un pays qui est extrêmement divisé. Je dirais que c'est une république des égaux, et malheureusement, on a oublié l'humilité et ce sens du service. Alors, c'est pas personnel à mes 2 collègues, mais je dirais qu'on meurt en France de cette division, et je pense qu'on gagnerait à essayer de réunir. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est basé sur le fait qu'on a une confiance du peuple, donc on veut garantir une union en France de toute bonne volonté pour que ces présidentielles ne soient pas celles qu'elles ont été il y a 5 ans, c'est-à-dire une marionnette sortie du chapeau qui est imposée par les médias et qui, au bout du compte, Dites-moi combien de maires continue à nous enfermer. Dites-moi combien de maires êtes-vous, monsieur le maire, dans ce collectif, et est-il possible qu'un maire de votre collectif se présente au présidentiel, par exemple? Alors, pour la première question, je dirais mon joker. Pour l'instant, stratégiquement, on préfère ne pas dire combien de maires nous ont rejoints. On préfère, parce que si vous voulez, c'est une annonce qu'on voudrait faire au bon moment pour marquer le coup, parce que si effectivement, dans l'idée, et on veut cibler principalement tous les maires ruraux, les maires des petites communes, voilà, qui aujourd'hui n'ont pas droit au chapitre, alors qu'en fait ils font des super choses ils sont appréciés de leur administration. Donc ça c'est pour la première réponse, la première question je veux dire. Pour la deuxième question, est-ce que vous pouvez la répéter s'il vous plaît? Est-ce que vous présenterez peut-être au nom du collectif un maire au présidentiel? Alors en fait on veut effectivement sélectionner quelqu'un qui représenterait le plus et qui pourrait effectivement, qui aurait les épaules pour reprendre cette présidence,
mais notre objectif, c'est vraiment de, comme on dit d'habitude, c'est de renverser la table, c'est-à-dire vraiment de remettre d'aplomb ce pays qui part à volo. Et donc l'idée, c'est vraiment de reprendre tous les domaines. D'ailleurs, si on fait un bilan très succinct, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un domaine en France qui fonctionne correctement. C'est vraiment la dérésinale. C'est une sorte de descente aux enfers. Quelles sont vos difficultés quotidiennes? Moi, mes difficultés quotidiennes, j'arrive à gérer parce que j'ai une équipe j'ai une dizaine d'élus dans mon conseil. Et j'ai la chance d'avoir des adjoints avec qui je m'entends bien. Et donc on travaille sur les actions de la commune, on a un budget, donc on gère ça au mieux. Hein. Donc j'ai pas trop de problèmes, sauf que je ne participe pas du tout à la vie démocratique, quoi. Hein. Je veux dire, j'ai pas la commune ne se positionne pas, n'a pas de droit au chapitre, si vous voulez, on pourrait proposer, nous, les règles de fonctionnement qu'on a dans notre commune, on pourrait très bien les décliner dans les communes aux environs. Ça s'appelle du partage d'expérience, et puis après ça peut devenir une loi. Et c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, je pense qu'on gagnerait à inverser les pouvoirs et à repartir de la commune. Puis après, pour la définition des lois, définir des lois qui sont utilisées localement. D'ailleurs, c'est ce qui était le cas sous l'Ancien Régime. Vous aviez le roi ne s'initiait pas dans les affaires locales. Hein, il définissait, les gens définissaient les propres lois entre eux de fonctionnement. Et puis après, c'était étendu si ça avait un intérêt de les partager. D'ailleurs, il y a un principe qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, une problématique que j'avais posée la question à une sénatrice, d'ailleurs, lors des élections l'année dernière. Je voulais savoir, j'avais demandé, mais comment ça se fait que certaines lois arrivent à passer alors qu'elles sont totalement antinomiques ou scélérables. Par exemple, on parle de la loi bioéthique, qui n'a rien à voir avec l'éthique. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire passer. Quand vous autorisez par exemple l'avortement à 9 mois, c'est pas possible, quoi. Humainement, il y a un problème de société. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, je vais poser une question. Allez, je vais poser une question à monsieur Manès, et après, je demanderai que la salle pose. Je suis sûr que la salle a plein de questions parce que le débat est vraiment passionnant. Alors, une question, monsieur le député. Monsieur le maire a parlé justement de pérésinat en France. Est-ce que la démocratie directe peut, parce que je sais que vous êtes militant de la démocratie directe, peut améliorer les choses au niveau démocratique? Et effectivement, on vient d'ailleurs de lancer une association démocratie directe en France qui va promouvoir l'instauration et la diffusion du référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne dans notre pays, autrement dit le modèle suisse. Et effectivement, j'avais déjà, à la fin de mon dernier mandat, en 2010 ou 2011, j'avais déposé une proposition de loi tendant à instaurer un type de démocratie directe, aussi bien d'ailleurs au niveau local qu'au niveau national. Personnellement, je pense que la réponse à ce que vient de dire M. le maire, c'est ça. C'est effectivement que chacun puisse décider de certaines choses dans le domaine de sa compétence, sur place, et non pas en faisant appel à une technocratie centralisée. Donc le système suisse, des communes, des cantons, un État fédéral avec à chaque niveau des référendums. En France, eh bien, on reprendrait ça en disant référendum au niveau des communes, référendum au niveau des régions, référendum au niveau national, avec au niveau national 3 types de référendums, soit un référendum constitutionnel, avec évidemment un très grand nombre de signatures pour appeler à ce référendum, puisque là, pour le coup, la réforme serait constitutionnelle. Il s'agirait bien de donner la parole au peuple et non pas au président de la République. Donc, un certain nombre de personnes, par exemple 1 million, signent une pétition en faveur d'un référendum constitutionnel, l'État est obligé de passer à ce référendum. Deuxième cas, il y a un projet de loi qui est dans les esprits, et puis on se dit, voilà, il faudrait faire
il faudrait faire cette chose-là. Il faudrait vraiment, par exemple, eh bien, instaurer en France uniquement le droit du sang et non plus le droit du sol. Supprimer le droit du sol. Un référendum sous la forme d'une initiative populaire. Là, par exemple, on pourrait dire qu'il faudrait, par exemple, 800 000 personnes pour décider de ce référendum. Et puis ensuite, une loi passe. Par exemple, la loi à laquelle vient de faire allusion M. Batelier sur ce scandale d'un avortement jusqu'à la veille de la naissance. C'est criminel. Eh bien là, la loi est votée, bien très bien, mais pas mise en application pendant 6 mois. Parce que pendant 6 mois, on peut réunir par exemple 500 000 signatures de gens qui disent « nous n'en voulons pas de notre loi ». Et ensuite, eh bien, on passe à un référendum et c'est l'ensemble des Français qui décident. Vous voyez que le système est absolument indispensable pour redonner confiance aux Français dans leurs propres institutions, dans la démocratie, pour certainement d'ailleurs diminuer le nombre des abstentions, avec 2 systèmes tout à fait parallèles, un système représentatif uninominal par circonscription, c'est-à-dire avec des élus qui sont choisis par des gens qui les connaissent, et non pas sur des listes où on met en tête les petits copains qui sont bien vus dans le parti. Donc là, système uninominal par circonscription à l'anglo-saxonne, mais compensé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays anglo-saxons, mais c'est le cas dans 50% des États américains, par des référendums, soit locaux, soit nationaux, où là c'est le peuple qui s'exprime et qui peut parfaitement. Merci beaucoup, monsieur le député. Je donne la parole au public, là vous posez des questions. Alors, mais j'ai plein de questions, alors du coup, Géraldine, tu choisis, voilà. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est toi. Tu as le pouvoir de choisir. Voilà. Voilà, et la question, 30 secondes pour qu'on puisse avoir un maximum de questions du public. Ok. Bonjour Monsieur Batelier, c'est une question pour vous. À partir de quand vous avez décidé de rentrer dans le collectif des maires et comment s'est positionné votre conseil municipal? Avez-vous eu des freins ou comment ça s'est passé en fait? Ouais, c'est une question qui est pile dans la cible des problèmes rencontrés. Donc moi, ça fait 1 mois que j'ai rejoint le collectif. Et donc j'en ai parlé effectivement à mon conseil parce qu'ils voulaient que je leur explique qui j'avais parrainé. Et donc moi je leur ai dit, écoutez, je ne parrainerai pas un candidat comme Zemmour par exemple, ou tous les candidats qui font partie de cette affiche et qui sont dans la course aux chevaux. Mais je parrainerai un candidat qui sera capable de redonner à la France la grandeur qu'elle avait il y a très longtemps. Donc, en fait, ils n'étaient pas satisfaits parce qu'ils voulaient que je reste neutre. Donc, j'aurais dit de toute façon que le parrainage était une prérogative du maire, donc il n'y avait pas de raison que je dise pas ce qu'il voulait Et donc ça vous montre un petit peu les sortes de pressions que peuvent subir les maires. C'est pour ça qu'ils restent cachés, pour vivre heureux, restent cachés. Et donc vous avez effectivement votre conseil qui vous demande des comptes, qui vous dit qu'il n'est pas content parce qu'il a telle ou telle condition. Vous avez des administrés qui peuvent venir vous voir et dire bah non. Par exemple, je suis quelqu'un qui ne s'est pas vacciné et qui n'a jamais joué fort, et je suis pour la liberté vaccinale. L'administré trouvait que ce n'était pas très responsable d'un maire de ne pas se vacciner. Donc moi, je lui ai expliqué qu'au contraire, c'était responsable, et dans ma conviction propre, voyant un danger pour la santé, je n'avais pas conseillé à l'administré de faire ce... Merci beaucoup, monsieur le maire. On va prendre d'autres questions. Voilà, il y a des dames aujourd'hui. Merci. Moi, je voudrais savoir, puisque je pense qu'on est tous convaincus dans la salle qu'il faut réécrire... À qui vous posez la question? Je la pose à ces 3 messieurs. On a le plaisir de les avoir tous les 3. Pierre-Yves Rougeron répondra d'abord, parce qu'il n'a pas parlé. Donc, réécrire notre Constitution, ça passe par quoi? Et quel temps? Quel est le plan d'action? Merci.
Pierre-Yves, vas-y, c'est à toi. Ok. Donc, vous savez, madame, il y a deux manières de faire. Il y a soit la réforme constitutionnelle, soit il y a le processus constituant. Le processus constituant, c'est de passer à une autre république et donc de la faire valider théoriquement par référendum. C'est la tentation qu'ont beaucoup. Et je vais peut-être en choquer quelques-uns ici, mais toute personne s'en faire. Je voudrais qu'on fasse très attention à ça. Et vous avez le processus de changement constitutionnel classique qui peut avoir lieu par référendum et qui surtout a lieu par congrès, c'est-à-dire par réunion des deux chambres. Et c'est d'ailleurs comme ça, par exemple, que le référendum de 2005 a été effacé. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que beaucoup de gens rêvent d'une 6e République. Je rappelle que la 5e nous a apporté beaucoup, et qu'aujourd'hui, les 2/3 des articles de la Constitution voulus par le général de Gaulle ont déjà été effacés. Ils ont été changés, ils ont été avilis, je le dis très clairement, et ils ont été avilis parce que c'est une constitution trop grande pour un personnel trop petit. Bon. Et de vouloir une 6e République, de vouloir un changement constitutionnel, alors je sais qu'il y a très peu de temps pour les questions, Mike, mais je te demande de ne pas me couper, s'il te plaît. Je te coupe pas, c'est pas mon genre de couper. C'est un tout petit peu abstrait comme phénomène à comprendre. Il faut bien comprendre que l'institution en elle-même ne garantit pas les hommes. Vous pouvez prendre les meilleures constitutions au monde, ça a été la recherche de la constitution mixte chez les Grecs, des hommes corrompus aviliront de bonnes institutions. À un moment ou à un autre. N'oubliez jamais que sous la 4e République, un gouvernement durait 2 mois, et sous la 3e République, un gouvernement durait 3 semaines. Dans un cas, ça nous a coûté la défaite de 40, avec tout ce que ça implique, et dans l'autre cas, ça nous a impliqué l'enlisement à cause du lobby colonial dans les guerres d'Algérie et d'Indochine. Donc à un moment, il faut des exécutifs forts. Mais il faut les contrebalancer, et je pense beaucoup plus au changement constitutionnel, à la constitutionnalisation, comme il y a un domaine de la loi et du règlement, d'un domaine réservé du référendum, avec des obligations référendaires à intervalles fixes, et avec la neutralité médiatique nécessaire, car vous pouvez détruire par l'oligarchie médiatique un système référendaire. Les Suisses l'ont encore prouvé sur les questions vaccinales il y a quelques semaines. Donc il y a beaucoup de choses à repenser, mais attention, une constitution, ça sert à la stabilité, parce que si la constitution est trop instable parce qu'on a voulu, disons, y mettre tout ce qu'on voulait, et bien à la fin, c'est quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir. Sous la 4e République, c'était l'administration. Et là, par exemple, ce serait la technostructure. Merci Pierre-Yves. Dernière question. Il y a un privilège féminin là, c'est que des femmes. Je voulais... Allez-y. Vous avez vraiment la dernière pour timing serré. Mais allez-y, assez rapide. En particulier à M. Christian Danest. Qu'est-ce que vous entendez par le droit du sang et le droit du sol? Vous pouvez être un peu plus explicite? Vous avez parlé d'un référendum. Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement important, je me suis battu avec beaucoup d'autres, on les Jacquemart tout à l'heure, je pense que c'est bien pour effectivement faire abolir le droit du sol. Le droit du sol est présenté souvent comme un droit républicain, c'est exactement le contraire. C'était le droit sur la monarchie, en fait. La personne qui était sur le territoire du roi, en quelque sorte, lui appartenait, dans les deux sens, notamment le droit de tout défendre. Donc, ce droit n'est pas du tout républicain. Le droit républicain, c'est le droit du sang, qui a été instauré sous le consulat, et qui dit tout simplement que l'on est citoyen parce qu'on est le fils de son père, qui était lui-même citoyen. Alors, bien sûr,
On doit ajouter à cela un droit de la volonté, c'est-à-dire la possibilité de devenir citoyen lorsqu'on le souhaite et qu'on présente les garanties pour l'être. Mais en revanche, le droit du sol donne à la citoyenneté une certaine automaticité qui fait que les étrangers qui naissent par hasard, en quelque sorte, en France, deviennent à 18 ans français sans l'être du tout dans leur tête, et même quelquefois en étant profondément hostiles à la France. Quelquefois aussi, dans certaines zones périphériques de la France, je pense à la Guyane et à Mayotte, eh bien on vient systématiquement naître à Mayotte ou en Guyane pour devenir français débutant. Il faut mettre fin à cela. Il faut que les Français soient effectivement des Français, soit par leur ascendance, soit par une volonté qui veut les conséquences de ce qu'elle veut. Et par là même, on aura une France qui ne sera pas constituée par les Français, plus un certain nombre de personnes qui ont une carte d'identité, mais aussi 2 ou 3 autres cartes d'identité, quelquefois d'ailleurs sont sénateurs malgré cela, et qui prétendent parler au nom de la France, alors que manifestement, ils n'ont pas, par rapport à la France, un attachement total, ce qui doit être le cas des Français et encore plus, bien sûr, des élus. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Merci pour cette excellentissime table ronde. Vous avez vraiment apprécié avec énormément de questions. Merci, monsieur Christian Vanesse. Ah. Vous voulez encore une? Bon, allez, une dernière question, parce que c'est... Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Allez-y. Ah, docteur Gauthier. Merci. Je m'adresserai à monsieur Batelier. Je suis président de l'Union Fait la Force, donc une association qui vient en aide aux soignants. Et on réalise des actions. Et j'ai essayé de vous contacter, enfin pas vous personnellement, mais de contacter donc, le collectif des maires. Ça fait 2 fois que j'envoie des mails, j'ai aucune réponse. J'aurais bien aimé savoir comment vous pouvez faire pour vous contacter. Et ne serait-ce qu'avoir au moins un retour. Ok, bah écoutez, très bien. En fait, nous avons une adresse qui est le collectif des maires résistants. Alors, je ne l'ai pas en tête, enfin, je pourrais vous la faire passer. Oui, je l'ai écrit en fait par rapport au site, hein, donc je suis allé voir sur le site. Et j'ai essayé comme ça, mais ça n'a pas marché. Peut-être Alexandre te donnera les coordonnées. Oui, je vous montrerai Alexandre. Voilà. Donc... Merci. Bon, parce que j'ai l'habitude de répondre à toutes les demandes en général que je reçois à la mairie. Je suis très disponible parce qu'en général, c'est des rencontres qui sont très enrichissantes quand on s'occupe des gens. Et donc, ma porte est toujours ouverte. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Merci beaucoup, monsieur le maire. On est victime de notre succès et on a du mal à gérer les sollicitations. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. En tout cas, merci aux 3 intervenants. Vous pouvez les applaudir. Allez-y.